Monsieur, dame, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le gouvernement de la région de Tillabéri a procédé ce matin dans le département de Kolo à la cérémonie officielle de certification des villages modèles de la lutte contre les violences basées sur le genre, une initiative de Spotlight qui vise l'élimination d'une telle pratique. Faisons le point avec Suleiman Ousmane et Omar Boukari. 20 villages modèles des localités de Tillabéri ont été certifiés pour l'élimination des violences basées sur le genre dans le cadre de l'initiative Spotlight. Ces efforts de ces villages modèles approuvés et appréciés est le fruit d'un long processus. L'approche communautaire pour la protection de l'enfant, permettez-moi de vous le rappeler, a démarré dans le département de Kolo et a ciblé 4 communes rurales, Hamdallaï, Karma, Kouré et Namaro pour la phase pilote. La mise en œuvre de cette approche a permis la mobilisation, l'engagement des communautés dans la lutte contre les pratiques, les attitudes et comportements néfastes au bien-être des enfants. L'initiative dans sa globalité a été expliquée avec l'appui de certains résultats par la directrice régionale de la protection de la femme et de l'enfant. L'initiative Spotlight au Niger vise à l'élimination des violences basées sur le genre et des pratiques néfastes. L'initiative vise aussi à renforcer et consolider les efforts des structures mises en place par le gouvernement et les partenaires clés, particulièrement la société civile et les mouvements féminins. Et cette initiative est soutenue par les agences récipiendaires UNICEF, UNFPA, PNUD et ONU Femmes. Selon le gouverneur de Dosso, cette action est la preuve tangible que les autorités du pays accordent beaucoup d'intérêt à la protection des enfants et des femmes. Permettez-moi de vous rappeler avec insistance que le phénomène de violence faite aux femmes et aux filles constitue une préoccupation majeure du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le cheval de bataille du président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général Abdraman Tchani. Pour mémoire, lors de la 57e session de la condition des femmes des Nations Unies, tenue à New York, du 1er au 15 mars 2013, dont le thème était « Prévention et élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles », les États et les gouvernements dont le Niger se sont engagés à élaborer des stratégies nationales de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ainsi donc, la confirmation de ces villages modèles marquera certainement l'avènement d'une dynamique à même d'impulser un changement de comportement des acteurs. Ainsi donc, pour marquer cette cérémonie, des kits d'arachides et de machines ont été décernés aux 3 meilleurs villages. Le mouvement Afrique sans frontières, en abrégé MASSAF, a initié ce matin un sit-in à la devanture du bureau de la CEDEAO au Niger. Motif de cette forte mobilisation est de remettre un mémorandum adressé au président de la CEDEAO pour la levée des sanctions illégales imposées à notre pays. Les moments forts avec Youssouf Haïdara et Mamadou Diori. Demander la levée immédiate des sanctions inhumaines et illégales imposées au peuple nigérien ainsi que les communautés vivantes au Niger, c'est l'objectif de ce sit-in initié par le mouvement Afrique sans frontières, MASSAF, un mouvement qui regroupe en son sein l'ensemble des citoyens de l'espace CEDEAO résidant au Niger. Le MASSAF, dans son mémorandum, a rappelé le caractère inédit des sanctions de la CEDEAO sur le Niger. Du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, de facto, la CEDEAO établit un blocus économique, financier et politique sur le Niger à travers un embargo total en 9 points. Même en temps de guerre, les belligérants se parlent et ouvrent les couloirs humanitaire et la diplomatie se met en action. Pourquoi alors punir les 26 millions des Nigériens et tous les ressortissants des pays membres de la CEDEAO
au point de leur couper des vivres, des médicaments et de l'électricité. Le MASAF espère que, à travers son mémorandum, la CEDEAO levera les sanctions imposées au peuple nigérien. C'est pour mettre fin aux souffrances de millions de victimes de ces sanctions totalement illégales que nous sommes venus aujourd'hui au 5e jour des sanctions vous remettre le mémorandum qui est un plaidoyer pacifique et légal afin de transmettre au président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, son Excellence Tinubu Ahmed. Nous espérons que ce plaidoyer recevra une réponse favorable qui annoncera la levée des sanctions. Ce sitting à la devanture du bureau de la CEDEAO à Niamey, organisé par le mouvement Afrique sans frontières MASAF, a enregistré la participation massive des ressortissants des pays membres de la CEDEAO. Et ce mémorandum déposé à la CEDEAO par le MASAF intervient alors que l'ensemble des Nigériens ont les yeux rivés vers la cour de la CEDEAO, d'où est prévu se tenir le procès Niger-CEDEAO ce mois-ci. Déjà 100 jours passés à la tête du pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP s'est mobilisé avec le fort engagement du peuple nigérien pour la défense de la patrie et la souveraineté. Ce matin, une de nos équipes a rencontré quelques citoyens qui se sont exprimés, n'est-ce pas Ousseina Hassoumi et Omar Boukari? Les 100 premiers pas au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, jugés positifs selon les Nigériens. La refondation du pays prend forme, reconnaissent beaucoup de citoyens. Par rapport au régime déchu, il n'y a même pas photo, comme on dit dans notre jargon. Le CNSP, que Dieu le bénisse, parce que le CNSP a libéré les Nigériens d'une gouvernance calamiteuse dont les conséquences vont pendant longtemps encore impacter notre pays. Tu ne sais même pas comment nous sommes animés d'une grande fierté, d'une grande joie. Vraiment, nous sommes très contents de cette prise de pouvoir par le CNSP. Parce que le CNSP nous a libérés. Je ne sais même pas comment qualifier cela. Parce que j'étais très émue. Je suis très contente. Il y a une avancée très positive sur le plan sécuritaire. Au sein de la capitale, comme vous constatez, la sécurité aussi elle est permanente maintenant. Avant, à chaque fois, c'est les agressions. Maintenant, comme vous constatez, il y a la gestion pacifique des choses. Sur le plan éducatif, aujourd'hui, comme vous constatez, la rentrée académique, elle est à jour. Si pour certains, le changement doit être radical, pour d'autres, le social doit régner. Les attentes des Nigériens, mobilisés comme un seul homme autour du CNSP tout au long de ces 100 jours, sont multiples. Nos attentes, vraiment, c'est d'abord le respect des droits de l'homme, la lutte contre l'impunité et le développement durable à la base. Le CNSP a la légitimité du peuple. Donc pourquoi cette hésitation? Pourquoi aujourd'hui, jusqu'à présent, vous savez que le peuple nigérien, il a soif de la justice, il a soif du développement, il a soif de ceci, de cela. Donc vraiment, ils veulent un changement. Le changement, il faut que ça soit radical. Mais vous voyez, après les 100 jours, jusqu'à présent, beaucoup reste à faire. On soif du développement. Le développement, c'est une question de réalisme. Il faut une justice pour qu'il y ait de développement. Il n'y a pas de développement sans justice. Et cette justice-là, nous l'attendons. Ne peut pas être que militaire. Nous avons des citoyens, des génies aujourd'hui au Niger qui peuvent nous sortir de cette situation de crise. Ces 100 jours du CNSP, au-delà d'unir les Nigériens à travers la consolidation et le patriotisme, ont permis de braver les sanctions infligées par la CEDEAO au Niger.
Le CNSP a relevé plusieurs défis, notamment le début de retrait des troupes françaises et de son ambassadeur Sylvain Ité, la menace d'une éventuelle intervention de la CEDEAO, la guerre diplomatique avec l'ONU, la France, les États-Unis et l'Algérie, l'échec de l'exfiltration de l'ancien président Mohamed Bazoum, la création de la COLDEF, la mobilisation du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, la création de l'Alliance des États du Sahel AES pour ne citer que cela. Le CNSP a montré, semble-t-il, ses preuves au cours de ces 100 premiers jours de gouvernance avec le soutien indéfectible du peuple nigérien et des ressortissants des pays voisins. Autre aspect de ce journal, dans le cadre toujours de la solidarité plutôt nationale et accompagne le CNSP pour la souveraineté du Niger, l'Institut national des sciences appliquées d'ingénierie et de gestion privée, en abrégé INSA-IJP, a offert ce matin à son siège à la rive droite de Niamey 80 brousses aux orphelins des FDS, aux conseillers des villes du pays, aux FDS eux-mêmes et à la fonction publique. Le compte rendu signé Mohamed Alpha et Ibrahim Ide. La rencontre de ce mercredi 8 novembre 2023 marque la remise officielle de 80 bourses d'études de formation continue de niveau supérieur, licence, master, d'un montant total de 162 050 000 francs CFA, valable pour une période de 3 ans. L'œuvre émane de l'Institut national des sciences appliquées d'ingénierie et gestion privée INSA-IGP, un institut créé en 2022 dont son objectif est d'offrir un encadrement de qualité aux apprenants avec des professeurs qualifiés. 20 bourses aux enfants donc orphelins, donc des FDS tombés vraiment sur le champ de bataille. Il y a 30 bourses pour fonction publique et 20 bourses pour les forces de défense et de sécurité. Et puis 10 bourses pour les conseils donc au niveau de chaque région. Donc nous avons 8 régions, on préférait, 3 aussi, et 10 bourses. Maintenant, les raisons que vraiment la formation n'a pas de prix. Toutes les dispositions sont prises pour mettre les élèves dans de meilleures conditions et une boulangerie est à proximité pour la restauration des élèves ainsi qu'un parc moto pour sécuriser et protéger les étudiants. À l'Institut INSA, pas besoin d'aller chercher le savoir à l'étranger. Le premier responsable de l'Institut signe et persiste que tous les moyens conséquents sont réunis pour une école de qualité. Ceux qui sont à l'intérieur du pays pouvaient être à Agadez, à Difa, à Zender, à Tawa et bénéficier aussi de ces formations à travers notre offre de formation à distance et en ligne. Donc vraiment, c'est d'abord travailler en synergie, donc réunir les forces, les différentes offres de formation pour, par exemple, la mobilisation soit des enseignants entre les instituts, en tout cas partage d'expériences, pour surtout dans ce cadre d'offres de formation. Les bénéficiaires ont manifesté leur joie tout en promettant d'en faire bon usage. Ils ont invité l'Institut à maintenir le même rythme d'offrir une formation de qualité à ceux et celles qui souhaitent enrichir davantage leurs connaissances dans différentes filières. L'INSA vient d'octroyer des bourses de formation dans le domaine du génie civil et de l'urbanisme. Donc, nous pensons que c'est une initiative très louable que les autres écoles de la place doivent imiter. C'est une cérémonie très importante de remise de bourses aux forces de défense et de sécurité et aux familles des victimes tombées sur le champ d'honneur. Donc, penser en même temps aux deux corporations, c'est extrêmement important et ça vient en aide à l'État.
L'éclat de cette cérémonie de remise de 80 bourses a été la visite guidée des différentes classes et bureaux de l'administration ainsi que la mosquée de prière pour les élèves et les locaux de la boulangerie en Nour. Ce geste symbolique de l'Institut INSA-IGP consiste à apporter sa contribution dans le cadre de l'élan de la solidarité nationale à l'Institut INSA-IGP, une formation, un métier, un avenir. À présent, actu sur le web avec Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonsoir Samira, bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'actu sur le web de ce mercredi 8 novembre 2023. Selon l'agence ecofin.com, les sanctions contre le Niger ont des répercussions sur le paiement des créances. Oui, si l'on s'en tient par exemple au calendrier des échéances de remboursement sur les titres d'emprunt gérés par l'agence IOMO à titre, le montant cumulé des arriérés de remboursement à la fin octobre 2023 était de 113,24 milliards de francs CFA, environ 183 millions de dollars. À la fin du deuxième trimestre, les créances sur titre du Niger hors banque locale étaient détenues principalement par les investisseurs basés en Côte d'Ivoire, 22% en fin septembre 2023, au Burkina Faso à 18% et au Bénin, 13%. Le Niger représente également un certain risque pour les institutions de financement du développement à caractère sous-régional, comme la Banque ouest-africaine de développement BOAD, qui, à la fin de l'année 2022, était exposée sous diverses formes dettes, garanties et investissements en fonds propres à hauteur de 534 millions de dollars, selon une analyse faite par Moody's en août 2023. Certains indicateurs sont déjà précurseurs d'une tension. Les taux d'intérêt pratiqués par les banques commerciales locales sur les crédits qu'elles octroient ont continué d'augmenter en septembre, atteignant 8,7%. Cette progression est en lien avec le coût de rémunération de l'épargne qui a bondi d'un point pour atteindre 5,8%, soit actuellement le niveau le plus élevé de l'UEMOA. Aussi, le gouvernement a dû réduire ses prévisions du budget de 40%, faute de possibilité de le financer pleinement et face à la pression sécuritaire. Il n'est pas certain que cette hausse de taux dans le pays attire des investisseurs locaux, car l'UEMOA, de manière générale, fait face à un défi de liquidité. Les réserves excédentaires des banques qui dépassaient les 100% des réserves obligatoires sont désormais à seulement 89,4% selon les statistiques de la BCEAO. Dans ce contexte, les créanciers auront tendance à chercher le placement le moins risqué possible. L'agence de notation Moody's a estimé que les discussions en cours pourraient déboucher sur un allègement des sanctions contre le Niger d'ici début 2024, mais ce scénario reste très délicat. Les partenaires historiques du pays, notamment les Européens, l'ont sanctionné. Cependant, le pays peut encore compter sur ses fondamentaux macroéconomiques solides avec une croissance qui devrait rester positive. Le gouvernement français fera une déclaration suivie d'un débat à l'Assemblée puis au Sénat le 21 novembre sur la stratégie de la France en Afrique, nous apprend lemonde.fr. Ces déclarations et débats en application de la Constitution française sont le fruit d'une promesse d'Emmanuel Macron au chef de parti qu'il avait rencontré le 30 août à Saint-Denis. Dans une lettre qu'il leur avait ensuite adressée, le chef de l'État français avait estimé que l'échange sur l'Afrique qu'il avait eu avec les responsables des forces politiques avait permis de revenir sur la situation dans plusieurs pays, en particulier le Sahel, ajoutant que le principe d'un débat parlementaire tel que prévu par notre Constitution a été acté dès l'automne sur ce sujet et à chaque fois que l'actualité le justifiera. Selon une source parlementaire, le rendez-vous se tiendra donc le mardi 21 novembre en fin d'après-midi à l'Assemblée nationale. Le Sénat français avait retenu pour sa part la même date à partir de 21h30. Après le Mali et le Burkina Faso,
la France a dû commencer à retirer ses troupes du Niger, forte de 1400 hommes, après que le président Mohamed Bazoum a été renversé par une junte militaire. Ce départ marque aussi la fin d'une ère après une décennie d'intervention militaire antiterroriste dans une région sahélienne. Dans les trois pays, Paris a été poussé dehors par des régimes militaires arrivés au pouvoir après des coups d'État, surfant sur un sentiment anti-français et se tournant, dans le cas du Mali, vers une coopération avec le groupe paramilitaire russe Wagner. Depuis sa première élection, Emmanuel Macron a tenté un changement de cap en Afrique, déjà présent dans le discours de Ouagadougou en 2017, puis réitéré en février 2023, esquivant une approche moins militaire censée sur des relations avec la société civile et le soft power. La France-Afrique est morte, a-t-il encore insisté en septembre, mais Paris s'est vu reprocher ses incohérences. S'il a condamné le coup d'État au Niger, il s'était accommodé du premier putsch au Mali en 2020 et avait adoubé l'année suivante Mahatma Idriss Déby, arrivé au pouvoir au Tchad sans processus constitutionnel. Au moins 3 personnes ont perdu la vie dans un affrontement entre agriculteurs et éleveurs dans la région de Maradi, nous apprend nigerinter.com. La fin des récoltes hivernales est généralement propice à une résurgence des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Les premiers tenant à protéger leurs récoltes et fourrages, les seconds désireux de faire paître leurs troupeaux dans les espaces occupés jusque-là par les cultures. C'est cette situation qui s'est produite le vendredi 3 novembre dans l'après-midi à Danja, commune rurale de Giratawa, département de Madaranfa. Un affrontement au cours duquel 3 personnes ont perdu malheureusement la vie et 7 autres blessés. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités et traduire les auteurs conformément à la loi. Selon toujours le site nigerinter.com, le gouverneur de la région de Maradi a demandé aux citoyens d'éviter de se faire justice car cela est du ressort des autorités, chacune dans un domaine de compétences, avant de rappeler qu'une date est toujours convenue pour la libération des champs. Les autorités administratives et coutumières se sont déplacées auprès des familles des victimes pour leur exprimer leur compassion et prévenir les communautés des dispositions fermes prises pour prévenir de pareilles situations et préserver le vivre ensemble. Enfin, en Guinée, 9 morts ont été enregistrés lors de l'opération Commando survenue samedi dernier à la prison centrale de Conakry, selon aaa.com.fr. Il s'agit de 4 éléments des forces de défense et de sécurité, 3 parmi les assaillants et 2 individus à bord d'une ambulance, selon le communiqué du parquet, faisant aussi état de 6 blessés par balle répertoriés lors de ces événements. Des hommes lourdement armés avaient attaqué samedi matin la prison de Conakry, opération s'étant soldée par l'extraction du prison de l'ancien président Moussa Dadis Camara et 3 de ses co-détenus dans le cadre du procès des événements du 28 septembre 2009. Dadis Camara, Moussa Tchegoro Camara et Blaise Goumou ont été arrêtés quelques heures après l'opération et reconduits à la prison, alors que Claude Pivy, le 4e évadé, est toujours en cavale. Dans son communiqué, le parquet a annoncé avoir instruit le procureur militaire d'engager l'action publique contre ces derniers pour des faits d'assassinat commis sur les agents de FDS dans l'exercice de leurs fonctions régaliennes. Dans une série de décrets, le dimanche soir à la télévision guinéenne, le président Mamadou Doumbia a radié une 60aine de militaires, Tchegoboro Camara, Claude Pivy et Blaise Goumou y compris, et agents de l'administration pénitentiaire pour manquement au service et faute lourde. Le chef de la junte militaire au pouvoir, entre décembre 2008 et janvier 2010, Dadis Camara et une dizaine de responsables dont Tchegoboro, Goumou et Pivy répondent devant la justice pour leur implication présumée dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009. Une manifestation de l'opposition dans un stade de Conakry avait été durement réprimée ce jour-là. Pas moins de 156 morts, des centaines de blessés et plus d'une centaine de femmes violées à l'occasion, selon le rapport de la commission d'enquête mandatée par l'ONU. Le procès a démarré depuis le 22 septembre 2022. Balima Bourema, merci pour toutes ces précisions. Merci aussi à vous, Samira. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah.
C'est également la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Depuis le samedi 4 novembre, un message vocal émanant d'une fonctionnaire de la SONIDEP circule sur les réseaux sociaux. Ce message dénonce des pratiques peu orthodoxes d'une part et décrit une situation peu enviable de la société. La direction générale ayant pris connaissance de ces affirmations lourdes de conséquences a immédiatement instruit une inspection suivie d'enquête par les services compétents afin de faire la lumière sur cette affaire.